Merci à tous d'avoir abandonné les terrasses ensoleillées de Sainte-Croix pour venir à l'ombre de cet amphithéâtre. Il fait bon, remarquez, donc tout va bien. Il fera encore jour à 20h quand normalement, sauf s'il y a un débat enflammé qui suit les interventions, nous lèverons le camp. Donc voilà, vous pourrez profiter encore à 20h des terrasses et de l'escale du livre. Dans le cadre duquel nous inscrivons ce café de la controverse. Qui, je vous le rappelle, est une coproduction montée par le Conseil de développement durable de la communauté urbaine de Bordeaux, présidée par Fabienne Brugère, qui est à ma gauche, et par le journal Sud-Ouest, dont je suis l'humble représentant. Donc très heureux de vous accueillir pour ce débat. Cette question volontairement provocatrice, le vote est-il utile, que nous posons évidemment, parce qu'on parle beaucoup de politique en ce moment, on est à 3 semaines de l'élection présidentielle, donc ça tombe bien de pouvoir poser cette question et de voir justement si le vote est utile au moment où peut-être nos intervenants en parleront. On dit qu'il pourrait y avoir beaucoup d'abstention lors de cette élection. Donc je vais vous présenter nos intervenants d'abord. On fera, si vous voulez bien, un tour de table avec eux. Et puis après, l'important de ces cafés de la controverse, c'est aussi de donner la parole à la salle, de faire réagir ou poser vous-même des questions, parce que je ne suis pas le seul à pouvoir poser des questions. Donc l'intérêt aussi justement de ces cafés, voilà, c'est de pouvoir dialoguer. Si possible, mais je vous le redirai tout à l'heure, si ce sont des questions ou des interventions, de ne pas monopoliser le micro trop longtemps afin que justement le plus de monde possible puisse parler et s'exprimer. Donc on va commencer par ma gauche, Jean-Yves Dormagin. Vous êtes professeur de sciences politiques à l'université de Montpellier. Vous êtes un peu spécialiste de comment dire, l'abstention. Vous avez écrit un livre avec Céline Braconnier et vous avez également fait une étude de sociologie électorale sur la cité des cosmonautes en Seine-Saint-Denis. Donc c'est vous qui lancerez un peu le débat sur le cadre, j'allais dire, politologue de la question. Fabienne Brugère, donc je vais vous donner la parole après, patientez juste 2 minutes. Nicolas Danet, donc vous avez publié avec Frédéric Bardot un livre sur les Anonymous. Donc vous nous direz un peu d'abord qui sont ces Anonymous dont on entend beaucoup parler, mais qu'on ne connaît pas forcément, ou parfois à tort on se fait une idée peut-être fausse de ces Anonymous. Et ce qui serait intéressant, c'est dans le cadre de ce débat, un peu voir si les Anonymous, pour eux, est-ce que le vote est important ou est-ce que c'est quelque chose qu'ils rejettent. Mathieu Larnaudy, vous êtes écrivain, vous êtes directeur de la revue Inculte, qui sont également une maison d'édition. Vous avez écrit plusieurs livres, dont Les Effondrés, qui avaient été écrits à propos de l'effondrement des tours de New York, mais c'est plus sur... Non, si. C'était sur la crise financière. C'est sur la crise financière, pardon. C'est pas sans rappeler un autre effondrement. Oui, c'est vrai. Pardon. Et vous avez écrit un petit livre, la Constituante piratesque, pardon, qui est justement un peu dans le cadre de ce débat. On en viendra un peu justement, pirate, Anonymous, on est un peu peut-être dans le même... Dans le même cas de figure. Ce que je voudrais, avant peut-être que Fabienne vous introduisiez, juste peut-être une petite question à tour de rôle, une question simple, une réponse assez rapide, on y reviendra. Est-ce que, pour répondre directement à la question, le vote est-il utile, voilà, pour lancer un peu le débat, Jean-Yves Dormage a une première réponse. Oui, alors j'avais pas forcément prévu de répondre comme ça, mais une première réponse, si on veut rapide, ce qu'on peut dire, c'est qu'individuellement, non. Aussi, sans vouloir faire de provocation gratuite, on sait très bien qu'un vote ne sert à rien, du point de vue des rapports de force électoraux, tout simplement. Alors c'est un vieux paradoxe
de l'économie et finalement un vieux paradoxe aussi de la sociologie électorale qu'on appelle en sociologie le paradoxe du votant. Ce paradoxe, il est très simple, c'est que, a fortiori dans des élections importantes, une voix n'a aucun effet, aucune incidence sur le résultat de l'élection. Alors, c'est même plus paradoxal que ça, c'est plus les votants sont nombreux, et plus le fait de voter, d'une certaine manière, n'a aucune importance. Donc l'élection où, a priori, c'est le moins important de voter, c'est l'élection présidentielle. Parce que c'est une élection où même le fait de se déplacer n'impacte même pas le résultat, n'est même pas visible statistiquement, puisque une voix, c'est 0,000000001% de l'élection. Et ça, c'est un paradoxe intéressant, parce que c'est un paradoxe qui pose la question, finalement, de savoir pourquoi les gens vont quand même voter, alors que leur voix ne sert à rien. Alors, évidemment, dès qu'on passe au niveau collectif, les choses sont différentes. Mais ce paradoxe, il est très concret, parce que j'imagine qu'ici, on aura l'occasion d'en parler, j'imagine qu'ici, il y a beaucoup de gens qui votent. Parce que le paradoxe de cette discussion, c'est que quand on va à un débat sur le vote est-il utile, en général, les gens qui viennent écouter un débat sur une question comme ça sont des gens plutôt politisés, plutôt votants, etc. Mais quand on est confronté à des gens qui n'ont pas envie de voter et qui nous disent « mais à quoi ça sert ?» Finalement, tu me dis d'aller voter, etc. Mais pourquoi? Qu'est-ce que ça change si j'y vais pas? On est finalement souvent assez désarmés. Et qu'est-ce qu'on leur répond? On leur dit, d'accord, mais si tous les gens qui sont comme toi font la même chose, alors ça sera une catastrophe. Sous-entendu, ceux qui pensent la même chose, qui ont les mêmes valeurs, etc. Ou alors on dit, par exemple, si on est de gauche, on dit, mais les gens de droite, eux, ils vont voter. Donc sous-entendu, toi, en n'allant pas voter alors que tu es plutôt pour la gauche, tu fais le jeu de la droite, puisque eux, ils vont aller voter, et donc ils vont assurer la victoire du candidat de droite. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on passe tout de suite à l'échelle collective. Et effectivement, à l'échelle collective, là, la question a un sens. On peut se poser la question du vote, mais uniquement à cette échelle. On se pose la question de savoir si c'est utile, par exemple, que les jeunes aillent voter à l'élection présidentielle, puisque vous avez fait allusion à l'abstention. Hein. On sait que si l'abstention est élevée le 22 avril prochain, on sait qu'elle sera particulièrement élevée chez les jeunes. On sait que si l'abstention est élevée le 22 avril prochain, elle sera particulièrement élevée dans les quartiers populaires. On sait même de combien elle sera. C'est-à-dire qu'on sait même que s'il y a 30% d'abstention le 22 avril au niveau national, bon, ça serait énorme, hein, ça serait de loin le record historique d'abstention à l'élection présidentielle au premier tour. Si on a 30%, on aura 40, voire 50% dans certains quartiers. Et donc la question, à mon avis, parce qu'individuellement, encore une fois, ça ne sert à rien. C'est-à-dire, faites l'expérience, n'allez pas voter, vous verrez, ça n'a pas d'effet. Mais par contre, si tous les gens qui pensent comme vous font la même chose, alors si tous les gens qui ont les mêmes propriétés que vous, que ce soit des propriétés politiques, des propriétés philosophiques, des propriétés sociales, font la même chose que vous, alors là, ça a un impact, probablement, sur le résultat de l'élection. Et donc ça commence à poser la question de l'utilité du vote. Après, cette question de l'utilité du vote, c'est l'utilité sur quoi? C'est l'utilité sur les rapports de force, évidemment. Puis c'est quand même l'utilité sur les politiques qui sont menées. Et là, on voit bien, à mon avis, que si on se pose cette question aujourd'hui, c'est parce qu'on est quand même dans un moment de désenchantement démocratique assez prononcé. On a plein d'études qui montrent que finalement, peu de citoyens attendent un changement de leurs conditions de vie ou un changement significatif de leurs espérances des urnes et des résultats des scrutins. De même qu'on a des études qui montrent que de plus en plus de Français ont du mal à distinguer la gauche de la droite, etc. Bon, donc effectivement, je pense que c'est quand même la question que se pose à un moment donné une société qui est relativement désenchantée, etc. Donc après, ça pose évidemment ensuite toute une autre série de questions sur le fait de savoir si les élections permettent de changer. Là, on va y revenir sur les autres questions. Donc, on va enchaîner. Ah, vous n'avez pas de micro, j'ai l'impression. Donc, Nicolas Dany, une réponse d'abord à cette question. Le vote est-il utile selon vous, avant qu'on revienne au cours de la soirée? Alors, sur cette question précisément, moi j'ai du mal à avoir un avis, puisque effectivement, je vais rebondir par rapport à ce que vous disiez juste avant. Ce paradoxe, il est fort, et surtout sur le désenchantement. C'est-à-dire que c'est là que je vais reboucler un peu avec Anonymous. C'est-à-dire que je pense qu'il y a dans la société, et Anonymous l'exprime, des personnes qui ne se retrouvent pas dans le fonctionnement démocratique. Et en fait, on voit, et notamment en fait pour deux raisons, deux choses qui sont
un peu mal comprises. Pardon, je vous interromps. On va parler des Anonymous, mais vous personnellement, c'est Nicolas Danet, pas l'auteur des Anonymous, mais Nicolas Danet, citoyen. Est-ce qu'il pense que le vote est utile? Alors, je vais vous faire une confidence. En fait, moi, je ne vote plus. Mais donc c'est une information quand même. Donc, je ne vote plus et en fait et là je vais finalement pour les deux raisons que j'allais évoquer juste après, qui sont la représentativité, c'est quelque chose que j'ai du mal à intégrer, on va dire, le fait de donner à quelqu'un pour qui je vais voter le droit ensuite de décider pendant un laps de temps, je comprends parfaitement le système démocratique, etc., mais c'est quelque chose qui peut me poser problème, dans le sens où je préférais que ce soit ce qu'on appelle l'accountability, c'est-à-dire le fait de pouvoir interroger à chaque fois et d'avoir au moins les données sur les actions que fait quelqu'un pour qui j'ai pu voter. Voilà, ça c'est la première chose qui certainement m'amène à ne pas considérer le vote comme étant attrayant, on va dire. Parfait. On va laisser répondre Mathieu Larnaud. On reviendra après, vous en faites pas sur... Juste pareil, oui, Mathieu Larnaud dit citoyen, pour vous, le vote est-il utile? De la même manière, je comprends bien que quand on pose la question, ça questionne nos pratiques. Donc moi, je vote, contrairement à toi. Et si je dois répondre comme ça de manière abrupte et rapide, je dirais que oui, il est utile, probablement, mais il est insuffisant aussi. C'est-à-dire que il y a un philosophe que je cite assez souvent et que je lis beaucoup, qui s'appelle Jacques Rancière, que certains doivent connaître ici, qui explique comment la démocratie n'est pas strictement justement représentative. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut laisser de côté la partie représentative de la démocratie, mais que la démocratie, c'est avant tout une effraction. Et une effraction, c'est quoi? C'est quelque chose qui fait dissensus. Dans le vote, et en ce moment on l'entend de part et d'autre, il s'agit de rassembler, il s'agit de faire consensus. Or, on peut aussi s'interroger justement sur cette dimension-là du vote. Est-ce que, justement, la vitalité démocratique, elle n'est pas à l'inverse dans ce qui casse ce dont on décide par le vote, dans ce qui vient faire dissensus dans ce jeu-là? D'accord, merci. Fabienne Brugère, donc excusez-moi, on a été un peu long pour votre introduction, mais c'est intéressant de savoir justement, avant le débat, un peu ce lancement, sur la question qu'on pose. Non, ce que je voulais rappeler, c'est en fait comment à l'intérieur du Conseil de développement et donc en collaboration avec Sud-Ouest, comment s'est fait la décision de choix de ce sujet. Et c'est vrai que très largement, les interrogations qui surgissaient sur la question de l'utilité du vote et sur l'idée de lancer un café de la controverse justement sur ce sujet, c'était vraiment autour de... que reste-t-il finalement comme pouvoir au gouverner et d'une certaine manière dans des régimes de plus en plus soumis à la mondialisation, en quoi le vote finalement et l'issue du vote, en quoi l'issue du vote elle change vraiment quelque chose. Il y avait beaucoup de questions autour finalement de cette problématique. Bon, c'est vrai qu'il y a eu un certain nombre d'événements. Il y a des gens qui sont revenus sur bien sûr le référendum de 2005 sur la Constitution européenne et puis ensuite bien sûr le traité de Lisbonne. D'autres personnes sont revenues sur ce qui s'était passé en Italie, donc après Berlusconi. Forcément en Europe, c'est une question qui revient. Ensuite, effectivement, ça va tout à fait dans cette idée d'un moment de désenchantement. Et donc, dans un moment de désenchantement, comment on se réapproprie le vote, comment on pense son utilité. Et puis aussi l'idée que finalement de plus en plus il y a on pourrait dire des voix qui comptent plus que d'autres. Donc si des voix comptent plus que d'autres, finalement pour les voix qui comptent peu ou pour ceux qui ont l'impression de ne pas être suffisamment représentés, à quoi bon aller voter? Donc il y avait un peu tout cet ensemble de questions. Et puis après, d'autres personnes qui étaient plus vraiment sur l'idée
que précisément allaient se jouer bientôt les élections présidentielles et que finalement il y avait des programmes politiques, qu'il y avait des différences entre les programmes politiques et que aller voter, c'est aussi se déterminer par rapport à ces différences, se déterminer par exemple pour un candidat ou une candidate qui peut porter vraiment une transformation politique, une transformation sociale, économique et environnementale. Enfin bref, il y avait quand même du coup pas mal de débats entre les différentes personnes qui constituaient le groupe de travail. Bon, ce qui est sûr, c'est que dans une instance comme le Conseil de développement, qui est une assemblée, disons, de citoyens, et donc une assemblée qui fait de la participation citoyenne, auprès de la communauté urbaine de Bordeaux, l'idée, c'était aussi derrière que, de toute façon, ce que disait Mathieu, il y a une utilité du vote, mais le vote, de toute façon, c'est pas non plus la seule ressource démocratique, et que la démocratie, elle se pense aussi justement dans des assemblées citoyennes, dans des mouvements sociaux, dans des associations, bien sûr dans les partis politiques aussi, etc. Voilà. Très bien, merci. Donc Jean-Yves Dormagen va reprendre un peu après la question. Je vais justement un peu rebondir sur ce que vous disiez dans votre première réponse. On l'a vu avec la réponse de Nicolas Danet. Vous parlez de l'abstentionnisme comme une espèce parfois de désintérêt de la politique. Visiblement, Nicolas Danet, son abstention, c'est aussi, j'allais dire, un engagement citoyen. C'est un choix par rapport à la politique. Donc il y a un abstentionnisme, je veux dire, penser qui n'est pas qu'un abstentionnisme, je m'en fous, ça sert à rien, etc. Il y a aussi cet abstentionnisme-là. Donc de considérer que le vote, ce que vous disiez, mais en l'expliquant, en le justifiant, ne sert à rien. Oui, tout à fait. Quand il y a une abstention élevée, on a tendance à l'interpréter, quand je dis on, c'est les hommes politiques ou les journalistes politiques ou les sondeurs, les politologues, etc. On a tendance toujours à l'interpréter de manière politique. Donc on dit, voilà, les gens se sont abstenus parce qu'ils étaient insatisfaits, ils ont voulu envoyer un signal de mécontentement, ou comme Nicolas Danet, ils ne sont pas finalement, si j'ai bien compris, vous, c'est la représentativité qui vous dérange, donc vous considérez que cette classe politique, elle n'est pas représentative de la société, vous n'avez pas envie de voter pour elle, etc. Parce qu'au passage, une des utilités du vote, c'est de légitimer les gouvernants quand même. C'est-à-dire que si on a une certitude, c'est que quand il y a beaucoup d'abstention, ça a tendance à délégitimer les élus. Et quand, au contraire, il y a beaucoup de participation, quel que soit le gagnant, ça légitime le système dans son ensemble, ça le renforce. Parce qu'on a la sensation qu'il y a un consensus sur les règles du jeu, sur la désignation, que c'est effectivement l'expression de la volonté du peuple dans son ensemble, etc. Donc ça donne beaucoup de force, beaucoup de légitimité. À l'inverse, quand il y a beaucoup d'abstention, ça fragilise la légitimité des élus. Et d'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles aujourd'hui les élus locaux probablement sont plus fragiles que par le passé, c'est qu'ils sont élus de plus en plus par des minorités. C'est-à-dire qu'il y a rarement plus de la moitié des électeurs qui se déplacent, parfois c'est en dessous de la moitié. Si on intègre les non-inscrits, si on intègre les étrangers, etc., on s'aperçoit parfois que dans certains quartiers, Cité des Cosmos, par exemple, il y a 1400 habitants, des fois il y a 150 votants. Donc, et de toute façon, il y en a rarement plus de 300. Donc, ces quartiers, il y a beaucoup de jeunes, beaucoup d'étrangers, etc. Mais ça pose un problème de légitimité. Donc ça, l'utilité là-dessus, elle me fait à mon avis aucun doute. Alors, c'est mal l'utilité de l'abstention aussi, si on veut, à l'inverse. Si on veut Mais donc, pour revenir à l'action, on a tendance à l'interpréter toujours dans des catégories très politiques. Et simplement, nous, ce qu'on essaye d'expliquer quand on est sociologue, qu'on fait du terrain, c'est qu'il y a aussi beaucoup d'abstention qui n'est pas forcément une abstention motivée politiquement, mais qui est une abstention faite de distance, faite d'éloignement de la politique, faite d'une sorte d'indifférence plus ou moins marquée vis-à-vis de tout ça. C'est un monde lointain, c'est un monde extérieur, mais qui n'est pas forcément une abstention motivée politiquement, comme peut être l'abstention de Nicolas Danet. C'est-à-dire, et ça, c'est très important à comprendre, parce que ça a des effets sur la composition du corps électoral. Ce n'est pas uniquement, si vous voulez, des raisons de motivation politique qui expliquent que les jeunes votent beaucoup moins que les personnes âgées. Ce qui est des constantes de la sociologie électorale. C'est aussi des questions de sens civique, de politisation, etc. Ce n'est pas que des questions de motivation politique qui font que les ouvriers, les non-diplômés, etc., sont beaucoup moins participationnistes que les cadres. Et donc c'est important aussi de tenir compte de cette forte abstention
qui est lié à des questions de compétences politiques, de capacité à déchiffrer le jeu, à connaître les programmes, à mesurer les enjeux, etc. Parce que ces inégalités culturelles ou ces inégalités de politisation qui recouvrent des inégalités sociales, elles ont des conséquences importantes sur la composition du corps électoral et peut-être, c'est là on peut en discuter parce que là c'est moins évident à prouver, mais peut-être aussi sur les rapports de force, etc. Pour être concret, on a fait une expérimentation dans la région, y compris sur Paris, Montpellier, Bordeaux, etc. On a essayé de convaincre des gens de s'inscrire à domicile. On leur proposait une inscription à domicile, parce que bon, on y reviendra peut-être, il y a aussi un énorme problème d'inscription sur les listes électorales. Et donc on a rencontré des gens qui ne voulaient pas voter, qui ne votaient plus, ou qui n'avaient jamais voté, qui le justifiaient, qui le motivaient, qui disaient « j'en ai rien à foutre, ça ne sert à rien, de toute façon, ces politiciens, ils n'en ont rien à faire de moi, moi j'en ai rien à faire d'eux ». Ou alors des gens disant j'ai voté à gauche jusqu'à une certaine époque, mais alors ça pouvait être à partir du second mandat de Mitterrand, voire du premier, ou de Lionel Jospin, etc., disant maintenant on ne m'y reprendra plus. J'ai décidé, je vote plus. De toute façon, gauche-droite, c'est pareil. Et alors vous prenez un parti, vous dites mais ça change quoi ? Donnez-moi une raison de voter. Dites-moi un truc qui aurait changé dans ma vie si c'était pas aujourd'hui la droite qui gouvernait, mais la gauche, etc. Enfin bon, il y a cette abstention-là qui est une abstention motivée, on va dire, de gens qui délibérément veulent pas voter. Mais il y a aussi énormément de gens qui savaient à peine qu'il allait avoir une élection présidentielle, qui n'étaient pas au courant qu'il fallait s'inscrire sur les listes électorales, a fortiori pas au courant qu'il fallait s'inscrire avant le 31 décembre, etc. Et là, on est vraiment dans une question qui est une question d'inégalité culturelle, d'accès à la connaissance politique, etc., qui a des effets aussi sur notre démocratie importants. Alors justement, vous, si vous êtes allé faire cette étude avec Céline Braconnier, je le rappelle, à la Cité des Cosmonautes, c'est aussi parce que c'est vraiment dans l'électorat populaire qui a le plus d'abstention. Je veux dire, cette étude, vous ne l'auriez pas faite de la même façon dans le 7e arrondissement, je ne sais pas, ou dans des villes, dans des quartiers plus huppés. C'est vraiment l'électorat populaire où on recense le plus d'abstentionnistes. Moi, je vais vous dire, parce que c'est complètement dans le débat, pourquoi ce qui nous a motivés il y a une dizaine d'années à commencer à aller voir comment on votait dans des quartiers très populaires, vraiment les plus populaires. La banlieue nord de Paris, les grands ensembles, ce qu'on appelle à tort des ghettos, etc. Ce qui nous a motivés, c'était une question qu'on se posait par rapport à la démocratie américaine, qui d'ailleurs est peut-être pas aussi juste que ça, peu importe, mais en tout cas qui était une question qu'on se posait. Nous, on avait l'impression, vous savez, aux États-Unis, il y a à peu près la moitié des gens qui votent. À la présidentielle, je parle. Pour les élections locales, c'est le quart. Bon. Il y a à peu près la moitié des citoyens américains qui votent. Et quand on regarde les statistiques, c'est la classe moyenne et la classe supérieure qui votent. Et grosso modo, les milieux très populaires, les minorités ethniques, qui sont d'ailleurs de moins en moins minoritaires, etc., s'abstiennent dans des proportions considérables. Les jeunes aussi sont absents quasiment des bureaux de vote. Et donc il y a cette idée assez simple finalement de se dire, il y a peut-être une relation entre ce qui pour un Français, là aussi peut-être à tort d'ailleurs, mais apparaît comme la proximité idéologique des deux grands partis, leur proximité programmatique, l'absence d'un État social à l'européenne, etc. Et le fait que, d'une certaine manière, pour aller vite, les pauvres ne votent pas. Parce que j'ai du mal quand même à penser que je pense que ce qui intéresse en priorité quand même les élus, malgré tout, c'est leurs électeurs. Les élus, leur but, c'est d'être élus puis réélus. Donc ils sont quand même un tout petit peu attentifs aux gens qui votent pour eux et un tout petit peu préoccupés par le fait que ces gens qui votent pour eux continuent à le faire. Et donc moi, je suis parti de cette idée toute bête, très simple, qui est que peut-être que la démocratie américaine se comprenait par l'exclusion massive de la scène électorale des milieux les plus populaires. Et avec l'impression que c'était un phénomène un peu du même type qui était à l'œuvre en France depuis la fin des années 80. Alors du coup, j'ai eu envie, avec une collègue, Céline Braconnier, d'aller faire des enquêtes de terrain dans les territoires qui étaient les plus éloignés aujourd'hui du vote. Donc on a choisi un peu au hasard, sur quelques critères, cette Cité des Cosmonautes au départ, qui est un quartier où, j'ai donné des chiffres tout à l'heure, où il y a 1400 habitants, et où à l'époque, le 21 avril 2002, il y a eu 290 votants. Donc le chiffre est déjà très fort, c'est-à-dire que sur un territoire peuplé par 1400 personnes, il y a 290 habitants qui se déplacent pour élire le président de la République au premier tour de scrutin. Ça dit quelque chose du caractère très minoritaire de la pratique électorale. Et après, et c'est très probablement d'ailleurs dans ce chiffre que réside l'explication de l'élimination de Lionel Jospin au premier tour de scrutin, puisque, on se souvient, il y avait quelques pourcentages, enfin même pas des pourcentages, il y avait quelques dixièmes de pourcents qui séparaient Lionel Jospin de Jean-Marie Le Pen. Et entre autres, c'est pas la seule explication bien évidemment, mais entre autres, c'est dans cette abstention massive des milieux populaires que s'est jouée l'élimination du candidat socialiste. Mais donc il y a cette idée, si vous voulez, que
enfin c'est ce que je crois moi, c'est que l'exclusion électorale va de pair avec l'exclusion sociale. Mais que ça marche dans les deux sens. Hein. C'est-à-dire que l'exclusion sociale nourrit l'exclusion électorale, qui nourrit l'exclusion sociale. Et pour finir, quand on faisait les cages d'escalier complètement déglinguées de certaines cités de Montpellier, on a beaucoup travaillé cet hiver, je ne pouvais pas m'empêcher de me dire que dans ces cages d'escalier où il y avait très peu d'électeurs, il y avait certainement une relation de causalité entre l'absence d'électeurs et le fait que l'électricité ne marchait pas, que les murs étaient tagués, que régnaient parfois des odeurs vraiment pénibles, etc. Parce que les élus n'y vont jamais, ne s'y intéressent pas, enfin, c'est l'hypothèse que je fais, en tout cas ne s'y intéressent pas, parce que de toute façon, ils savent, hein, ils ont une connaissance fine en général des territoires, etc., ils savent que de toute façon, sur ces territoires-là, il n'y a pas d'enjeux électoraux pour eux. Ça, on va y revenir justement, mais pour revenir sur la démocratie américaine, on peut comprendre, je ne sais pas si c'est le seul critère, mais on peut comprendre qu'il y ait un fort abstentionnisme aux États-Unis parce qu'il n'y a que deux partis, quoi. Je veux dire, il y a le Parti démocrate, le Parti républicain, et c'est difficile quand vous avez des opinions politiques de vous dire, en plus, sur certains sujets, ils sont quand même assez proches. Alors qu'en France, j'allais dire, vous avez une offre politique qui est plus large dans les partis. Donc on pourrait s'imaginer que justement, parce qu'il y a une offre politique plus large de partis, justement, l'électeur peut davantage trouver un parti qui, sans le représenter à 100%, se rapproche le plus possible de ses idées, de ses souhaits. Oui, tout à fait. Mais d'ailleurs, en France, c'est en train d'évoluer peut-être, mais je veux dire, en France, jusqu'à présent, les niveaux de participation étaient incomparables. On est quand même une société dans laquelle la non-inscription était relativement réduite. Hein. Elle l'est d'ailleurs, réduite, autour de 10%, elle est même en dessous aujourd'hui. Et puis dans laquelle, à certains scrutins, on peut aller jusqu'à 80%, même 84% lors de la dernière élection présidentielle de participation, ce qui est finalement assez considérable. On n'est pas très loin de taux de démocratie où le vote est obligatoire. Au Brésil, où le vote est obligatoire, on est à peu près dans ces taux-là. Donc c'est peut-être une des explications, effectivement. Il y a quand même une offre diversifiée. Après, vu de très loin, parce que nous, on est tous des gens politisés. Enfin, autour de cette table, c'est évident, j'imagine dans le public aussi. Tous des gens politisés pour s'intéresser à des questions comme ça. Il faut voir que, vu de très loin, la plupart des candidats sont mal connus, voire pour certains d'entre eux, pas connus du tout. Moi, je pense qu'une des raisons, par exemple, de la progression de Jean-Luc Mélenchon, c'est aussi que la campagne lui permet d'accéder à une notoriété supplémentaire et que rien que cet effet de visibilité accrue du fait d'une campagne présidentielle peut expliquer, pour une part, peut suffire à expliquer, on l'a bien vu avec Olivier Besancenot dans des élections précédentes, etc. Les électeurs connaissent très mal la politique. Enfin, ça, c'est quelque chose qui est difficile à comprendre quand on est soi-même politisé, connaissent très mal la politique. Et pour eux, grosso modo, dans certains milieux, il y a le candidat de la gauche, le candidat de la droite. C'est les deux seuls qui connaissent, qui s'identifient vaguement et dont ils savent qu'ils ont une chance d'être élus. Donc il y a aussi cette manière de lire l'offre. Je veux dire, on sait très bien que les petites candidatures, etc., ce sont des candidatures qui expriment des points de vue, qui peuvent être considérés pour certains comme des témoignages, mais c'est pas ces candidats-là qui ont les moyens institutionnels d'arriver au pouvoir et de changer les choses. Donc la politique, elle a quand même tendance à être comprise comme ça. Enfin, je veux dire, on a tendance à être restreinte de ce point de vue-là aux candidats qui ont une chance de l'emporter. Vous parlez de Jean-Luc Mélenchon, j'allais vous poser la question, puisque vous avez évoqué, vous avez utilisé le terme d'éloignement politique entre les électeurs d'une part, les élus d'autre part. Est-ce que justement le score de Jean-Luc Mélenchon, qui n'est pour le moment, rappelons-le, que dans les sondages, hein, on ne sait pas quel sera son score réel, mais s'il monte dans les sondages, est-ce que vous pensez que c'est ce que vous disiez il y a longtemps dans les quartiers populaires, il y avait les rouages du Parti communiste, des syndicats qui étaient présents dans les quartiers, des militants qui justement s'adressaient aux électeurs, et puis petit à petit ça a disparu, et que le fait peut-être que Jean-Luc Mélenchon, l'attraction qu'il exerce actuellement, c'est que justement on a l'impression qu'il est présent, il va sur le terrain, que c'est un peu ça, c'est sur le terrain qu'il faut reconquérir les électeurs, dans les usines, dans les quartiers, dans les associations. Des usines, il n'y en a plus beaucoup. Des usines, il n'y en a plus beaucoup. Mais des quartiers, par contre, effectivement, il y en a toujours. Oui, complètement. C'est-à-dire que ce qui était une des particularités de la France, c'était aussi une particularité de l'Italie, enfin, on n'était pas les seuls, et même une particularité plutôt européenne, c'est la très forte participation des milieux populaires aux élections. Comparé en particulier à l'Amérique du Nord, hein, comparé justement à l'exemple nord-américain. Et cette participation très élevée, quasi identique au reste de la société jusqu'aux années 70-80, moi je le comprends
comme le résultat de l'existence d'un mouvement ouvrier organisé, qui permettait justement de compenser les inégalités culturelles. Parce que la politique, enfin, c'est quelque chose d'extrêmement abstrait. Enfin, la discussion qu'on a en ce moment, elle est extrêmement abstraite. Un débat politique à la télévision, c'est quelque chose d'extrêmement abstrait. C'est des gens qui échangent des coups symboliques, des histoires de programmes, qui discutent de chiffres, d'économie. Enfin, il faut comprendre ce que ça peut avoir d'étrange et d'étranger pour des gens qui ne sont pas familiers à ce type de débat, de discussion, etc. C'est-à-dire à une grande partie de la population. Et de ce point de vue-là, le mouvement ouvrier organisé, syndicats, partis communistes dans les quartiers, partis socialistes aussi dans certaines régions, etc., qui étaient présents sur le terrain, contribuaient à compenser par sa présence ces inégalités qui sont d'abord des inégalités scolaires, des inégalités d'études, de scolarisation, etc. Et c'est clair que sa disparition, et qui est concomitante aussi avec le déclin du syndicalisme, etc., comme par hasard, correspond à la montée de l'abstention électorale. C'est-à-dire c'est les années 80, les années du basculement dans l'abstention, et c'est au cours de cette période qu'on voit disparaître les cellules de quartier, les cellules d'entreprise, qu'on voit des formes d'organisation du travail nouvelles qui apparaissent, avec des PME, la sous-traitance, etc., où les gens ne sont plus du tout organisés. Donc moi je pense que c'est plus dans ces transformations sociales qu'il faut chercher l'explication de la montée de l'abstention, qui encore une fois est d'abord la montée de l'abstention dans les milieux populaires, pas seulement, hein. Ce ne sont pas les seuls concernés, mais ils le sont encore plus que les autres. Je pense que c'est dans ces transformations-là qu'il faut aller chercher l'explication. De même qu'aux États-Unis, où il n'y a pas de mouvement ouvrier organisé, c'est dans la fin du porte-à-porte et d'un travail de terrain considérable qui était mené par le Parti démocrate et dans une moindre mesure le Parti républicain, que des chercheurs ont établi les causes de la progression de l'abstention à partir des années 70. Et c'est ce qui a contribué à ce que Barack Obama, en 2008, bon, déjà avant lui, hein, ça n'a pas commencé en 2008, mais en 2008, ça a été à une échelle tout à fait exceptionnelle, a mis en œuvre une campagne de porte-à-porte très grande échelle. Je crois qu'il y a eu 60 millions de portes frappées, parce qu'il y avait justement cette conscience qu'il faut aller chercher les électeurs et qu'il faut aller les chercher dans des relations directes, physiques, chez eux, à leur domicile, etc. Parce que c'est le seul moyen de lutter contre ces tendances à l'indifférence, au repli, à l'abstention. La participation n'est pas naturelle, c'est ça que je veux dire. C'est pas quelque chose de spontané pour énormément de groupes sociaux, pour énormément d'individus. Ça ne va pas de soi d'aller voter, quoi. D'accord. Alors, je voudrais justement, puisque vous parlez de porte-à-porte, de domicile, etc., que vous évoquiez un peu ce que vous appelez la mal-inscription, qui est justement aussi un des phénomènes qui explique le fait qu'il y ait pas la participation qu'on attend des élections. C'est-à-dire que ce sont des gens qui changent de domicile et qui ne pensent pas, comme vous le disiez, c'est pas naturel, qui ne vont pas forcément faire savoir qu'ils ont déménagé, etc. Et donc qui ne se dépassent plus pour voter puisqu'ils n'habitent plus sur leur lieu habituel de vote, quoi. Oui, bon, rapidement, hein, parce qu'en plus, il est trop tard pour aller s'inscrire. Donc, je reviendrai en discuter quelques jours avant la clôture des listes. Mais effectivement, ce que nous, on a cru déceler dans des études, mais après, on est en train justement de le vérifier à une autre échelle, parce qu'il faut quand même toujours le prouver sur des bases rigoureuses. Mais ce qu'on a cru, nous, déceler, en particulier en milieu populaire, c'est que ce qui était le plus excluant, c'était la phase de l'inscription sur les listes. D'abord parce qu'il y a beaucoup de non-inscrits, et la proportion de non-inscrits dans les quartiers les plus populaires, elle est vraiment très supérieure à la moyenne nationale, hein, elle est à peu près 3 fois plus élevée. Au début des années 2000, ça pouvait monter jusqu'à 30% de non-inscrits, donc c'est quand même assez considérable. Surtout qu'il y avait un autre phénomène qui, lui, est beaucoup plus difficile à identifier, parce que c'est ce qu'on appelle la mal-inscription, c'est-à-dire que les gens sont sur des listes électorales, mais ce n'est pas les listes de leur lieu de résidence. On peut rester des années, hein, 5, 8, 10 ans inscrits sur les listes de son ancien lieu de résidence. Donc si on ne déménage pas, on reste sur les listes. Donc on n'apparaît pas comme non inscrit, mais par contre, on ne peut pas voter. Ou alors pour voter, il faut produire une procuration, se déplacer si c'est faisable. Bon, si on est inscrit à Pessac et qu'on habite au Taillan, c'est faisable, mais si on est encore inscrit, si on a déménagé dans la région bordelaise et qu'on est encore inscrit à Paris, c'est beaucoup plus compliqué, etc. Et ça représente... selon les quartiers, on va dire entre 20 et 30-35% des inscrits. Donc c'est absolument considérable. Parce que la France est le seul pays qui impose une démarche aussi contraignante d'accès au vote. C'est-à-dire que ça n'existe absolument nulle part ailleurs, ça. D'abord, dans la plupart des autres démocraties, l'inscription est automatique.
Ou alors, comme aux États-Unis, quand elle ne l'est pas, on est les deux seuls, hein, grosso modo, avec les Américains à faire ça. Quand elle ne l'est pas, comme aux États-Unis, le système est quand même beaucoup plus souple. Aux États-Unis, on peut s'inscrire jusqu'à une semaine avant l'élection, parfois même le jour même dans certains États, etc. Nous, quand même, c'est assez étonnant. C'est-à-dire qu'on demande aux gens de s'inscrire le 31 décembre de l'année qui précède le scrutin. Alors, avec une présidentielle, les dégâts sont limités un peu parce que l'élection est déjà enclenchée, mais quand c'est des municipales, etc., personne ne parle d'élection municipale en décembre de l'année qui précède le scrutin. Donc il n'y a pas de campagne, très faible. D'ailleurs, cette année, il y a une très faible campagne d'information. Là, ça rejoint peut-être un autre aspect de la discussion qui est à qui profite l'abstention, mais il n'y a pas de campagne. C'est compliqué parce que là, pour le coup, il faut aller en mairie avec des papiers, il y a une démarche à faire. Bon, et donc, il y a un coût d'entrée qui n'est pas complètement négligeable et qui, comme chaque fois qu'on élève le coût, tend à écarter des urnes ceux qui sont les moins motivés, les moins disposés à aller voter. Donc, c'est là qu'on retrouve les quartiers populaires, les jeunes, les non-diplômés, les travailleurs manuels, etc. Donc, moi, ce que je dis, c'est que cette procédure, c'est une procédure qui conduit à produire de l'exclusion électorale avec un impact vraiment marqué sur certains milieux sociaux, sur certaines couches sociales, exactement comme aux États-Unis, parce que je disais qu'aux États-Unis, il n'y a que la moitié des gens qui votent, mais aux États-Unis, il y a plus du tiers des gens qui ne sont pas inscrits. Donc en fait, quand il y a la moitié des gens qui votent, c'est 80-90% des gens qui sont inscrits. Et donc on a un peu le même phénomène. Pourtant, aux États-Unis, c'est plus simple. Mais en France, on est en train de générer de l'exclusion par l'inscription. Juste une dernière question avant qu'on passe à Nicolas Danet. Une réponse la plus rapide possible. Pour vous, le vote obligatoire, ça résoudrait le problème de l'abstention enfin, forcément, mais est-ce que ça résoudrait le problème de l'intérêt pour la politique ? Non, ça ne résout certainement pas la question de l'intérêt pour la politique. J'ai été suivre l'année dernière les élections brésiliennes rapidement. Je ne prétends pas du tout être spécialiste du Brésil et de ses élections, mais j'avais été suivre quelques jours dans un quartier très populaire de Brasilia le scrutin. Ce qui m'avait frappé, c'est que ça m'avait plutôt encouragé dans mes hypothèses. C'est-à-dire que ce qui m'avait frappé, c'est qu'à partir du moment où on crée un corps électoral captif, parce que c'est ça que produit l'obligation, c'est-à-dire que les gens vont voter quand même. Alors, il y a quand même des abstentionnistes, les sanctions sont très faibles en plus. Les gens les surestiment, donc ils vont voter, parce que là, pour le coup, il y a un effet positif de la désinformation. Les gens, quand on leur demande c'est combien l'amende, ils la surestiment parfois de 10, de 20, de 30. Hein. Elle est très très faible, c'est quelques euros. Ils imaginent que c'est des centaines d'euros, etc. Donc c'est une des raisons pour lesquelles sans doute ils vont voter aussi. Mais en créant un électorat captif, on oblige les politiciens à se préoccuper des électeurs. Et y compris, c'est ça qui m'avait, moi, extrêmement étonné, y compris des habitants des bidonvilles. Pendant la campagne, on sait que les habitants des bidonvilles iront voter. C'est ce que produit le système brésilien. Pas tous, hein, mais une partie quand même non négligeable. Et donc les politiciens vont dans les bidonvilles et promettent des tas de choses qu'ils sont partiellement, j'ai l'impression, obligés de tenir. Alors justement, c'est pas de la politique. C'est l'électricité, c'est légaliser les occupations qui sont des occupations illégales. C'est des transactions qui ont plutôt une dimension clientélaire. Mais d'une certaine manière, c'est quand même une transaction. C'est-à-dire que, parce que l'élection, c'est une transaction. Faut quand même, pour que les gens votent pour vous, il faut quand même les motiver un minimum, leur donner des raisons de le faire. Donc c'est pour ça que moi, je suis pour que les gens votent. Hein. Après, c'est le degré 1 de la politique. Il y en a sur une échelle de 10. Et c'est encore mieux s'ils votent, s'ils sont syndiqués, s'ils manifestent, s'ils font des pétitions, s'ils font des sittings, s'ils vont sur le web, etc., s'ils attaquent les... Enfin, je veux dire, la politique, c'est des rapports de force. Il faut se battre pour faire valoir ses intérêts. Et on sait très bien que les différents groupes sont très inégaux en termes de ressources pour influencer le pouvoir. Mais pour moi, c'est le degré 1. Et ce degré 1, il permet quand même de créer un minimum de rapports de force. Il faut quand même, les candidats sont obligés de se battre un minimum pour aller voir les électeurs, leur dire, elle vous a proposé l'eau courante, moi je vous propose l'eau courante plus l'électricité. Et malgré tout, si vous ne tenez pas du tout la promesse, les électeurs s'en souviennent un tout petit peu. Donc la fois d'après, c'est compliqué. Ils sont peut-être obligés d'aller ensuite la voir et lui dire, vous avez promis l'électricité, on l'a toujours pas eu, machin, etc. Mais vous voyez, je veux dire, moi, ça m'avait frappé, ça. Et je pense que si ces milieux-là votaient pas, ils seraient carrément totalement absents du jeu, quoi. Enfin, c'est comme ça que j'ai tendance à comprendre le mécanisme. D'accord. Merci. On reviendra peut-être après avec l'assistant. Donc, je me tourne vers vous, Nicolas Danet. Donc,
qu'est-ce qui vous a poussé à vous intéresser aux Anonymous? Et expliquez-nous brièvement un peu ce que c'est les Anonymous. On a tendance à penser que ce sont juste des pirates informatiques, des gens qui vont fouiller dans les dossiers informatiques du FBI, de la CIA. Ça n'est pas que ça. Est-ce qu'on peut dire que c'est un mouvement politique, un mouvement civique, les Anonymous? Alors, juste si vous me permettez de revenir un court instant sur la question que vous m'avez posée juste avant. Vous avez changé d'avis? Non, je n'ai pas changé d'avis, mais je vais mettre en perspective la chose. Moi, j'ai été militant politique dans un parti de jeunesse politique. Donc, j'ai participé à tout ce mouvement démocratique, etc. Et en fait, je crois qu'il y a vous pouvez nous dire lequel? C'était Europe Écologie. Enfin, au temps où c'était les Verts, d'ailleurs. Et en fait, je crois qu'il y a, là, déjà, il y a deux choses. C'est-à-dire que le vote, quand on pose la question, le vote est-il utile? C'est pas est-ce qu'il est utile de voter pour l'élection présidentielle. En fait, pour être même honnête, j'ai voté très récemment au sein de la mutuelle dans laquelle je suis. C'est-à-dire que le vote, c'est pas uniquement les présidentielles. Donc, après, il y a différentes choses. Et après, si on regarde la présidentielle, ce qui, moi, me paraît extrêmement déplorable, c'est le niveau de la campagne. C'est-à-dire que, en gros, tous les discours qui sont portés, quand j'allume la télé et que j'entends des candidats, j'ai vraiment qu'une seule envie, c'est de l'éteindre, parce que c'est des discours qui sont extrêmement creux. En général, et notamment il y a une formule qui revient dans la bouche de pratiquement tous les candidats et que moi je n'arrive pas à accepter, qui est les Français veulent ou les Français pensent. À chaque fois que j'entends ça, j'éteins ma télévision. C'est-à-dire que c'est insupportable. Il y a une sorte de dépossession. Enfin, ça renvoie à une dépossession en fait. C'est-à-dire que on a l'impression que ce sont des gens pour qui on va voter, mais qui pensent pour nous et qui pensent même les questions qu'on aimerait leur poser. C'est quelque chose que moi j'ai du mal à accepter. Et ensuite, dans ce que je peux faire par rapport à un engagement dans la société, c'est un point de vue presque d'utilité. C'est-à-dire où est-ce que je sens que je peux faire changer des choses. Et finalement, c'est aussi un goût personnel, mais il y a cette dimension d'utilité. Quand je fais des choses en ligne, par exemple, je ne suis pas moi-même Anonymous, mais je veux dire, on se rend bien compte que quand on participe à ces mouvements en ligne, il y a un effet, enfin, en tout cas, ça donne l'impression que c'est plus efficace, que c'est plus utile, en gros, et qu'en plus, on est plus au cœur des processus que quand on est militant dans un parti politique où il y a tout le jeu politique, etc., qui est singulier, qui peut parfois être rebutant. Donc il y a cette dimension de penser l'utilité de son engagement. Est-ce qu'il vaut mieux le faire dans un parti politique avec du vote ou est-ce qu'il vaut mieux le faire ailleurs? C'était pour compléter la question. Vous avez raison de préciser que quand on dit le vote est-il utile, c'est vrai qu'on le ramène actuellement à la présidentielle, mais il y a beaucoup d'autres occasions de voter, vous l'avez dit, par exemple au sein d'une association, au sein d'un organisme professionnel, etc. Ça n'est effectivement pas que le vote politique, même si c'est vrai, ce soir, dans le contexte qui est le nôtre, on pense plutôt au vote politique, aux élections présidentielles et législatives. Mais vous avez bien fait de préciser qu'on peut voter. Parce que du coup, je vote. Voilà. Oui, voilà, exactement. Alors, revenons. Donc, les Anonymous. Alors, qui sont-ils, justement? Alors, ils sont. C'est toujours une question complexe puisque justement, ils sont pas quelqu'un. C'est le principe, c'est qu'on peut plutôt considérer Anonymous comme étant une bannière ou une idée, en fait, les deux. C'est un phénomène qu'on appelle le nomisme, en fait, et c'est un phénomène qui est pas récent, qui existait déjà au Moyen Âge, quand on avait ce qu'on appelait les jacqueries. Les jacqueries, c'était des mouvements de paysans qui se révoltaient et qui s'appelaient les Jacques. Donc en fait, il y avait cette figure du Jacques qui était un paysan type, en gros, derrière lequel, mais fictif, derrière lequel se rejoignaient plein de personnes pour se révolter. Il y a la même chose en Angleterre, il y a, en Allemagne, c'est Conrad, le pauvre Conrad. En Angleterre, c'est Ted Lutt, je crois. C'est des choses qui existent et qui sont anciennes dans l'histoire. Donc, Anonymous, c'est, on va dire, l'équivalent du nomisme. Enfin, c'est une forme de nomisme sur Internet, avec cette particularité. Ça n'existe que sur Internet, Anonymous. Alors, c'est né sur Internet.
avec cette particularité que Anonymous, en fait, qu'Internet permet intrinsèquement le pseudonymat, ou l'anonymat si on veut, mais déjà le pseudonymat. C'est-à-dire que quand on est sur Internet, à la différence de la vie entre guillemets réelle, parce que Internet est tout autant réel que ce qu'on fait là, mais on va dire ce que les hackers appellent le meat space. Le meat space, c'est l'espace de la viande, parce qu'il y a de la chair. Voilà. Par opposition au cyberespace, qui est l'espace de l'information. Et donc, dans le cyberespace, ce qui est singulier, c'est que on a toujours, on se connecte et on est identifié sur le réseau par ce qu'on appelle une adresse IP qui nous identifie. Et en fait, ça, c'est déjà un premier pseudonyme. C'est-à-dire que nécessairement, dans le système, essentiellement, on est sous couvert de pseudonyme. Après, on peut donner son nom si on veut. Mais ça crée déjà des conditions d'être ensemble qui sont particulières. Et c'est fondamental dans le cyberespace et dans la cyberculture, cette notion qui est de dire quand on arrive dans un réseau, hein, comme alors les réseaux sociaux, ça peut en être, mais le réseau dans lui-même déjà, les échanges peuvent se faire entre des personnes sans qu'elles soient nécessairement a priori jugées sur des critères tels que leur âge, leur sexe, leur couleur de peau, leur diplôme, etc. Et donc ça crée des conditions de collaboration ou d'échange qui sont singulières et qui sont fondatrices en fait dans ce qu'on appelle la cyberculture, qui est la culture qui s'est développée à partir d'Internet. Alors, chez Anonymous, c'est extrêmement important et c'est pour ça d'ailleurs qui s'appelle Anonymous. Le terme vient d'un forum qui s'appelle 4chan, qui est un forum dont je vous recommande la visite, mais éloignez vos enfants, c'est un site qui est une sorte de bac à sable un peu putride d'Internet dans lequel on trouve tout et n'importe quoi, des images pornographiques à des créations assez géniales, mais c'est vraiment un fouillis immense. Et sur ce forum, on poste sans donner son nom. C'est-à-dire que par définition, par défaut, quand on poste, on s'appelle Anonymous. Et donc en fait, le mouvement Anonymous s'est développé à partir de cette plateforme où on avait pas mal de gens qui discutaient, qui échangeaient plein d'idées. Et ce sont un jour, on va dire qu'on peut le dater à peu près 2008, il y a des phénomènes auparavant, mais en 2008, ils se sont mobilisés contre la scientologie. L'histoire est intéressante parce qu'elle montre bien aussi les valeurs d'Anonymous et ce par rapport à quoi ils s'organisent. En gros, en 2008, une vidéo de Tom Cruise a fuité. C'est une vidéo interne de la scientologie dans laquelle Tom Cruise... C'est pas quand il était reçu chez Nicolas Sarkozy. Non, c'est un peu avant. Il était... Et donc en fait dans cette vidéo il haranguait un petit peu les personnes à qui s'adressait la vidéo en expliquant que la scientologie c'est génial, etc. Cette vidéo a fuité sur un site de gossip américain qui s'appelle Gawker et la scientologie, comme à son habitude, a demandé à ce que ce soit retiré. C'est courant, hein, ils font appel aux droits d'auteur, etc. Ils demandent à ce que ce soit retiré. Et à ce moment-là, Anonymous s'est mobilisé, non pas parce que c'était la scientologie, peut-être, parce qu'il y a en général un rapport à la secte sur Internet qui est déjà conflictuel, mais parce qu'ils avaient voulu retirer de l'information, faire de la censure en fait, sur Internet. Et ça, c'était inacceptable. Et donc en fait, à chaque fois, quand on regarde l'ensemble des mobilisations d'Anonymous, il n'y a pas de ligne idéologique, par exemple. On ne peut pas le penser avec des cadres de partis politiques. Au sein d'Anonymous, il y a des gens qui sont des libertariens, il y en a qui vont être des militants communistes, d'autres qui vont être plutôt de droite, etc. Enfin, ce n'est pas une grille d'analyse qui fonctionne. Par contre, cette question du réseau et d'atteinte au réseau, elle joue extrêmement fortement. C'est-à-dire qu'ils considèrent que sur Internet, on peut tout dire, quoi. On peut tout écrire, on peut tout dire. Surtout, il n'y a pas de contrôle, quoi. Donc, enfin, surtout, c'est pas un contrôle qui doit être qui sort d'Internet. C'est-à-dire que Internet, ça s'est développé justement, et c'est ça qui est assez fascinant, c'est que il y a de l'autogestion. Tout ne se fait pas par l'autogestion, il y a des entreprises, etc. Et puis il y a des règles, il y a des États et tout ça. Mais par exemple, les standards d'Internet, donc en gros les protocoles d'échange même d'Internet, le HTTP, etc. Les standards d'Internet qui sont fixés par un organisme qui s'appelle le W3C, donc qui définissent les codes en fait, hein, pour dire que voilà, une telle page elle est dans les standards d'Internet, donc tout le monde peut la lire, etc. Ça, ce sont des organismes qui sont autogérés, c'est-à-dire qu'il n'y a pas c'est pas une entreprise, c'est pas un État qui gère ça. Donc en fait, il y a cette idée sur Internet et donc dans la cyberculture que on n'a pas à réguler
Internet de l'extérieur. Et il y a des textes extrêmement importants et que je vous invite à lire d'ailleurs, qui sont bien écrits. C'est celui d'un ex-parolier des Grateful Dead, qui était un groupe de punk que moi j'ai pas connu, mais que peut-être... Non, c'est pas punk Grateful Dead. C'était bien avant, c'était le rock californien. D'accord, voilà, comme quoi je l'ai... Vous n'étiez pas né, oui. Non, mais c'est ça. Et donc, il a écrit un texte qui s'appelle « La déclaration d'indépendance du cyberespace », donc qui reprend un peu la déclaration d'indépendance américaine. Et il commence son texte en disant je crois, vous, géants de chair et d'acier, vous n'avez rien à faire sur Internet. Et il parle des industries et des États. Et ce texte est paru dans les années 80. Donc, enfin non, dans la fin des années 80. Et en fait, on en est toujours là. C'est-à-dire qu'il y a toujours cette idée des gens qui sont sur Internet. Et en fait, Anonymous en est le haut de l'iceberg, si on veut. Cette idée qu'on n'a pas à réguler Internet de l'extérieur. Alors, est-ce qu'on peut considérer que Anonymous est un peu l'équivalent sur Internet de ce qu'ont fait les indignés dans la rue? Est-ce qu'il y a un parallélisme un peu? Les indignés, c'est aussi, j'allais dire, un rejet des élus, du système politique. Ça a démarré à peu près en même temps. On a commencé à parler d'Anonymous et des indignés un peu en même temps. Il y a vraiment, ça montre un rejet quand même des systèmes politiques. Les indignés, ceux qui les ont le plus fait connaître, c'est en Espagne. C'est ce rejet au moment de la crise économique, donc de dire que les socialistes n'avaient rien fait, ils avaient plongé le pays dans le chômage, etc. Et que de toute façon, la droite pratiquerait la même politique. Alors le rapport avec les indignés, il est pas si évident que ça. Effectivement, c'est concomitant. Enfin, l'explosion, on va dire, d'Anonymous est concomitante avec ces mouvements-là, mais Anonymous était là depuis 2008, même 2006 en fait, moins visible. Après, je dirais plus par rapport au mouvement Occupy, par exemple. Occupy, Wall Street aux États-Unis, il y a eu des interactions qui étaient fortes. C'est-à-dire que, en fait, dès août dernier, Anonymous et encore, quand je dis Anonymous, étant donné que c'est une structure, enfin, je n'ai pas tout expliqué de la manière dont ça fonctionne, mais c'est une bannière, c'est une idée. C'est-à-dire qu'en gros, n'importe qui peut s'en revendiquer quelque part. Et ce que ça crée, c'est que Anonymous s'organise par opération. Donc il n'y a pas une tête pensante ni un bureau exécutif qui va penser les opérations à long terme, etc. C'est juste, ou même la ligne directrice d'Anonymous. Personne ne sait ce que sera Anonymous dans une semaine ou dans un mois, ou du moins sur quoi est-ce qu'ils vont se mobiliser. Donc il n'y a pas de vote au sein d'Anonymous. Hein. Non, il n'y a pas de vote. Non, ça on pourra en reparler aussi. Mais et donc par conséquent, ce sont des opérations. Et donc il y a eu une partie des gens au sein d'Anonymous qui ont soutenu en août dernier Occupy Wall Street. Ce qui était intéressant, c'était de voir comment est-ce qu'ils les aidaient. C'est-à-dire, ils n'étaient pas nécessairement les mêmes et ils n'agissaient pas de la même façon. Enfin, surtout, en fait, ils étaient une sorte de soutien informationnel à Occupy. Et en gros, c'était presque l'agence de presse d'Occupy. C'est-à-dire qu'ils créaient de l'information, ils créaient des vidéos, il relayait de l'information aussi, c'est-à-dire que tous les canaux de discussion d'Anonymous, enfin les publications, les blogs, les fils Twitter, etc., du moins américains, relayaient ces informations-là. Et ils participaient en plus à certaines opérations classiques qu'ils font, qui sont des opérations, pas de piratage, mais disons d'activisme informatique. Activisme, parfois maintenant on l'écrit avec un H, comme le hacking. Et donc voilà, je pense qu'il faut plutôt le considérer comme ça, et pas comme... c'est pas la même chose, mais ils leur ont fourni un soutien à la mesure de ce qu'ils savent faire, c'est-à-dire de l'activisme sur Internet. Et alors, peut-être c'est difficile à savoir, puisque précisément Anonymous, ils sont anonymes, mais est-ce qu'il est incompatible, par exemple, d'être à la fois Anonymous la nuit, si je puis dire, et le jour, militant d'un parti politique qui va faire du porte-à-porte et qui appelle à voter pour tel candidat? Oh non, je sais pas. Après, c'est compliqué de savoir qui est Anonymous. Il y a des liens entre les partis politiques et Anonymous.
On se disait tout à l'heure, effectivement, j'ai vu il n'y a pas longtemps des tracts du parti de gauche qui utilisaient le terme Anonymous. Alors, c'était étrange, c'est-à-dire que c'était pas complètement assumé. Il n'y avait pas le masque de Guy Fawkes qu'on voit en général. Il y avait juste marqué Anonymous, et puis on sentait qu'ils essayaient, ils avaient tenté. C'est rare, puisque dans les manifestations, enfin, je pense qu'il y a les partis politiques ont aussi compris, alors peut-être qu'ils déjà peu envisagent, ou en tout cas au moins dans la hiérarchie des partis politiques envisagent ce phénomène. Mais quand il y a eu des tentatives comme ça, notamment dans des manifestations physiques, les drapeaux, par exemple, là, pour le coup, c'était Europe Écologie, que j'ai vu dans une manifestation Anonymous, étaient arrachés. En fait, il y a une farouche volonté de la part des gens qui sont Anonymous de ne pas du tout être récupérés par des structures type parti politique, même si, pour le coup, c'était une manifestation contre ACTA, donc ce traité international qui légifère le droit d'auteur. Il y a des similarités. Les prises de parole de Sandrine Bélier, par exemple, d'Europe Écologie, sont à peu près les mêmes que celles que peuvent faire les penseurs de la Quadrature du Net ou les gens d'Internet, etc., qui luttent contre ACTA. Mais par contre, la récupération, elle, était insupportable. Donc le rapport entre des partis politiques classiques et Anonymous, je pense que ça ne fait pas quelque chose qui fonctionne. Après, il y a un dernier type de parti politique qui est intéressant, c'est les partis pirates. Ça, d'ailleurs, il y a des liens avec... Et le parti pirate, ensuite, il est complexe parce qu'il n'est pas du tout le même partout en Europe. C'est-à-dire qu'en France, il est faible, il est mal organisé, surtout d'un point de vue national. C'est-à-dire que localement, il se passe des choses, mais d'un point de vue national, il ne fonctionne pas vraiment. Cela dit, en Suède ou en Allemagne, à Berlin, il y a eu des élections récemment pour le Parlement berlinois, et le Parti pirate a eu plusieurs postes. Et bon, on sent en fait que globalement, c'est un peu comme s'il y avait ce cyberespace, cette cyberculture, que Anonymous était en gros les activistes de cette cyberculture. Les partis pirates, ce sont une version plus formalisée et plus dans le jeu traditionnel politique qui sont le porte-étendard aussi de cette cyberculture. Globalement, pour moi, tous ces phénomènes, ils sont analysés sous le prisme de comment est-ce que ces valeurs, et que de plus en plus de monde partage, parce que de toute façon, de plus en plus de gens se connectent à Internet et utilisent Internet, ce qui ne veut pas dire qu'on partage les valeurs de la cyberculture, mais nécessairement, ça crée quand même des conditions qui sont différentes. Comment est-ce qu'on va les intégrer ou non dans la société ? Et parmi ces valeurs-là, il y a une chose que je trouve extrêmement intéressante, et c'est la question que vous posiez tout à l'heure sur le vote au sein d'Anonymous. C'est comment est-ce qu'on s'organise ? Comment est-ce qu'il y a un faire ensemble sur Internet ? La notion qu'on utilise en général pour expliquer ça, c'est ce qu'on appelle la duocratie. La duocratie, c'est l'anglais, hein, c'est le verbe faire, et c'est l'idée qu'en gros, c'est en faisant qu'on décide les choses. Concrètement, pour le comprendre, il faut voir comment se déroule une opération Anonymous. Ce sont des gens qui discutent sur un canal de discussion, qui est l'équivalent de Caramel pour ceux qui ont utilisé Caramel, ou MSN Messenger, etc. Enfin, vous avez des gens qui sont identifiés dans une liste, et puis des gens qui parlent comme ça. C'est un grand brouhaha, quoi. C'est un café, les gens parlent. Au bout d'un moment, la discussion peut s'orienter autour d'un sujet. Ça va être par exemple la défense de Julian Assange lorsqu'on lui a coupé les vivres, enfin qu'on a coupé les vivres à Wikileaks. Un canal spécifique de discussion est ouvert. Tous ceux qui veulent le rejoignent. On en fait la promotion sur d'autres canaux de discussion. Les gens ensuite vont se demander qu'est-ce qu'on peut faire. Ils ouvrent à ce moment-là un document qui est l'équivalent d'un document Word, mais collaboratif. Et c'est d'ailleurs assez fascinant à voir. C'est-à-dire que vous êtes sur une page et vous avez des gens qui écrivent en même temps. C'est-à-dire que vous êtes en train d'écrire le premier paragraphe et quelqu'un est en train de terminer le deuxième. Enfin, à côté, les assemblées générales étudiantes, c'est de la rigolade, quoi. Oui. Il faut quand même décider, non, au bout d'un moment, non Mais alors oui, mais la manière dont on décide, c'est-à-dire que ça se fait pas ça se fait pas a priori, en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas ce côté genre on pose des choses, ensuite on les regarde et on choisit. Il y a beaucoup plus la dimension de dire en fait c'est celui qui fait et donc après quelqu'un va lancer une idée par exemple et il va dire moi j'ai déjà fait ça
et si vous voulez me suivre, suivez-moi. Et en fait, l'opération va fonctionner s'il y a eu des personnes assez compétentes pour faire quelque chose et une masse critique atteinte pour que l'opération puisse fonctionner. En gros, ça va se passer comme ça. C'est vraiment cette idée l'organisation par ceux qui font, en fait. Et dans le sein de la culture hacker, qui est une culture de bidouilleur, en fait, il y a cette idée que, il y a toujours une plus-value à celui qui fait des choses, à celui qui a les mains dans le cambouis et qui est en train d'essayer, de tester, etc., et pas celui qui arrive en sachant a priori. D'accord. On est un peu dans la suite des Anonymous, même si on se le disait avec Nicolas Danet, il ne faut pas forcément confondre Anonymous et pirate. C'est pas pirate, on entend aussi dans le sens des gens qui vont voler des informations, etc. C'est pas forcément ça. Qu'est-ce qui vous a... C'est justement aussi le mouvement des Anonymous qui vous a incité à écrire ce récit, qui vous a intrigué Alors non, parce que j'avais commencé à l'écrire, enfin on parlait déjà un peu des Anonymous, mais c'était peut-être moins prégnant qu'aujourd'hui. Par contre, c'est certainement effectivement quelque chose qui était un peu dans l'air, quoi. Et effectivement, bon, ce qu'il faut que je dise, c'est que le petit récit dont on parle, il relève du genre de l'utopie. Donc c'est quand même un peu fantaisiste, mais je me suis effectivement inspiré de l'organisation politique réelle des pirates, et notamment des pirates du XVIIIe siècle, donc pas des pirates d'aujourd'hui, comme peut y en avoir en Somalie. Oui. Bon, et non, mais c'est bien de le préciser, parce que c'est une figure historique, comme ça. Et effectivement, je pense que dans les coordonnées du monde actuel, il y a une résurgence de cette figure parce que probablement elle coïncide avec pas mal des modes de lutte et avec cette chose qu'on disait au début, c'est-à-dire une espèce de défiance devant la représentativité. Donc, qu'est-ce que je peux avoir comme mode d'organisation politique, comme mode d'action politique, si je ne me reconnais pas dans les démocraties représentatives? Alors, mes pirates, là, en fait, c'est une espèce de petite communauté dérivante. Ils sont sur un bateau et eux, ils votent tout le temps. C'est-à-dire que tous les jours, ils ont une nouvelle constitution, ils s'arrêtent, ils revotent à propos de tout et n'importe quoi. Et finalement, vous me demandez à quoi ça fait référence dans le monde actuel. Plus qu'aux Anonymous, ce serait probablement à cette idée de démocratie participative, en fait. Ou en tout cas d'îlot, de tentative de démocratie directe, qui est quelque chose qui quand même commence à énerver la société de plus en plus, et qui va probablement aussi de pair avec cette défiance vis-à-vis de la représentation. Mais enfin, je veux dire, si on devait voter tous les dimanches, ça serait insupportable, non? Peut-être aussi, non, ce serait non, écoutez, à une époque, on allait aller à l'église voter en disant... Non, ce serait peut-être insupportable, j'en sais rien, mais de toute façon, bon, vous voyez bien que la figure du récit est effectivement à la fois utopiste et presque un peu parodique, parce que effectivement, une démocratie de 70 millions d'habitants ne pourrait pas fonctionner avec ce système-là. Ce qui m'intéressait chez les pirates, c'est que c'était précisément des communautés très très restreintes. C'était quand même des corps qui vivaient dans le même lieu, donc sur les bateaux ou sur les plages éventuellement, mais donc des gens qui se frottaient quoi toute la journée. Et donc c'était aussi ça qui m'intéressait. C'était évidemment d'en faire une espèce de modèle qui n'est pas applicable à celui de nos sociétés contemporaines, parce que c'est un modèle de cité qui ne va pas avec les États d'aujourd'hui, mais en pointant ça, en faisant une représentation littéraire de cette modalité politique et de cette organisation-là, effectivement, j'essayais un peu de montrer peut-être une tendance, ou en tout cas une espèce de recherche, dont je crois voir les signes dans la société contemporaine. Oui, enfin, vous allez me dire que c'est pas ce pays que vous avez pensé, mais il y a un pays où on vote souvent où on appelle la population à voter souvent pour des problèmes de société, etc. C'est la Suisse. Ça donne pas forcément des résultats exceptionnels. C'est-à-dire que les pirates suisses, en Suisse, oui, voilà, j'ai du mal à visualiser ce que serait un pirate suisse. Mais effectivement,
Ouais, des banquiers pirates, en même temps, bon, effectivement, il y a souvent chez les banquiers une tentative d'arraisonnement, hein, donc il y a peut-être quelques processus qui viennent de la piraterie, mais c'est vrai qu'en termes d'organisation politique, on a du mal à les voir. Ouais. Alors, indépendamment de la piraterie, revenons quand même à la Suisse, où les Suisses sont souvent appelés à voter, on l'a vu sur des questions parfois éminemment politiques. Il y a eu le vote qui a fait beaucoup débat ici aussi, qui a eu des retentissements, par exemple, sur l'interdiction des minarets. Donc on a appelé les Suisses à voter. Est-ce que vous pensez, par exemple, qu'en France, voilà, on pourrait aussi imaginer une sorte de démocratie directe où on pourrait demander aux gens de se prononcer sur de tels enjeux? Parce que ça veut dire aussi que qui dit vote signifie aussi à l'avance quand même campagne pour informer. On ne peut pas voter comme ça. Il faut qu'il y ait une campagne avant pour expliquer, pour dire votez pour moi parce que moi je défends ceci ou etc. Donc, Oui, donc vous faites référence évidemment à une démocratie référendaire, ou en tout cas plus référendaire qu'elle ne l'est aujourd'hui, parce que c'est vrai que les référendums, c'est quand même quelque chose d'extrêmement rare dans notre fonctionnement démocratique. Moi, je ne suis pas tellement habilité à faire un diagnostic politique de ça, mais je pense que une concertation citoyenne et qui peut aller justement à des niveaux. Vous voyez, dans mon quartier, là, l'autre jour, on a voté parce qu'on refaisait, j'habite à Paris, enfin, à l'époque, j'étais dans le 3e arrondissement, et on refaisait un marché. Bon. Eh ben, on a fait voter les citoyens pour savoir quel était le projet architectural qui gagnerait. Donc, finalement, cette pratique du vote, cette pratique en tout cas de démocratie directe, elle peut se faire à différents échelons de la société. Et c'est vrai que c'est un peu caricaturé de dire mais si on allait voter tous les dimanches, plus personne n'irait et ça perdrait de son sens. Mais on peut le voir aussi à l'inverse, c'est que précisément plus on serait appelé à voter et plus on rentrerait dans une habitude à le faire et dans une implication concrète de la citoyenneté. C'est pas dit du tout que ce serait pas un peu préférable. Vous, personnellement, je repose la question que j'ai posée à Jean-Yves Dormagin. Personnellement, vous, par exemple, vous seriez pour le vote obligatoire ? Non. Non, parce que ça m'est arrivé de pas voter en fait aussi, parce que bon alors après vous étiez quand même très convaincant, c'est vrai que non mais c'est vrai que du coup on peut se dire parce que qu'est-ce qu'il y a dans les déficits de représentation? Il y a effectivement c'est toujours les mêmes qui sont pas représentés, hein, si on peut dire, c'est ce que vous avez expliqué très bien, et si l'obligation d'aller voter pouvait aussi permettre que la politique s'adresse à ces personnes-là, effectivement, il y aurait une partie très bénéfique à ça. Après, j'aime bien effectivement qu'on puisse avoir la liberté de ne pas y aller, c'est-à-dire à un moment aussi, pour ce que ça vaut, de dire non, je ne me reconnais pas dans l'offre politique actuelle, dans le fonctionnement de la démocratie participative. Je disais en préambule que moi je trouve que le vote il est utile, je vote et je vais aller voter, et surtout il me paraît très très utile cette fois-ci, particulièrement, mais je pense très sincèrement que la pratique démocratique, elle se passe aussi ailleurs que dans le vote. Il ne s'agit pas juste de mettre un bulletin dans l'urne tous les 5 ans et puis de retourner chez soi. Devoir, voilà. Donc après, tout ça, c'est des questions d'articulation entre la représentation et puis une présence démocratique plus immédiate. D'accord. Alors, je regarde l'heure, on a beaucoup parlé, l'heure a tourné. Je pense que ce serait pas mal que... Pardon ? Pourquoi ? Mais ne vous inquiétez pas, la dame, comme vous dites, si elle veut parler, elle va parler. Ne vous en faites pas. Bon. Très bien. Merci, monsieur, d'avoir chronométré. J'aurais dû le faire, effectivement, je ne l'ai pas fait. J'aurais dû vous donner le chronomètre. Alors, puisque vous souhaitez que Fabienne Brugère s'exprime, je vais lui donner la parole. Je suis très contente là sur ces propos concernant aussi la démocratie participative, parce qu'effectivement, bon, peut-être ça va repartir là-dessus. La démocratie, c'est effectivement le vote,
Et il y a des moments où il y a plus d'enjeux à voter que d'autres, effectivement, mais c'est aussi tout le reste, tout ce qui fait l'implication et qui peut mener aussi au vote. Donc, sur cette concertation-là à Paris, je trouve ça extrêmement intéressant, par exemple. Voilà, puis là, on ouvre sur les questions. Alors, qui veut parler le premier? Pardon? Oui, je pense. Oui, bonsoir. J'ai une question par rapport à monsieur... Si juste vous pouvez vous présenter avant de poser votre question, qu'on sache qui vous êtes, il n'y a pas de... Non, pardon, oui, voilà. Donc, je m'appelle Mourad, je travaille dans l'humanitaire. Voilà, je suis venu comme ça pour. Je m'intéresse au. C'est pas Anonymous, hein, mais oui, voilà, c'est juste pour... Très bien. Je suis filmé peut-être. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui filme, donc il n'y a pas de souci. Une question revenant à l'abstention. Moi, j'ai travaillé dans le milieu de la jeunesse avant la précarité, tout ça. Ce qui revient dans la. Justement, ça m'est arrivé de parler politique. Les jeunes, justement, des quartiers populaires. Avant, j'étais à Paris, en Seine-Saint-Denis. Ben, les gens ils disent quand on ne va pas. C'est-à-dire la représentation nationale, l'Assemblée nationale n'est pas représentative de la population. C'est-à-dire aujourd'hui, on arrive, voilà, à l'Assemblée, il y a 20% de femmes, il y a plus de diversité, il y a 3 ou 4 députés issus de, entre guillemets, de l'immigration. Il y a ça aussi. Il y a l'offre politique et médiatique. Donc vous parlez tout le temps de l'offre politique. Il y a aussi l'offre médiatique. Ça fait 30 ans. Moi, j'ai l'impression, je vois les mêmes journalistes, El Kabbach, Duhamel et compagnie. Donc les gens, il y a une sature aussi, parce qu'on a l'impression que le système, c'est le même, il se recycle, et puis c'est les mêmes. Voilà, j'ai l'impression que c'est ça qui dégoûte un peu une partie de la population. Voilà, merci. Oui, non, ça marche. Oui, non, je suis d'accord avec vous. Le système politique, il est oligarchique. C'est pas nouveau, hein. Les premiers travaux de sciences politiques, il y a plus d'un siècle. Le premier travail de sociologie des partis politiques montrait que le grand parti social-démocrate allemand, censé représenter les ouvriers, etc., était déjà oligarchique. C'est déjà une petite minorité qui captait le pouvoir et puis qui se reproduisait au bout d'un moment, etc., y compris dans ce qui était censé être le parti, donc des milieux populaires, etc. Donc effectivement, le système, il est oligarchique, on le sait bien. C'est-à-dire que et ça pose de gros problèmes, et ça se voit peut-être de plus en plus. Donc il y a très peu de passages de la société civile à la société politique. Il faut grosso modo 20 ans de travail politique pour accéder à des mandats importants. Enfin, c'est très très difficile, c'est très fermé et c'est très peu représentatif. On a été obligé même de faire des lois pour qu'il y ait des femmes. Et encore, on les a fait de telle manière que les femmes n'accèdent quand même pas aux positions les plus importantes. C'est-à-dire que c'est plutôt les assemblées secondaires, etc. Donc effectivement, c'est un vrai problème. Et les choses n'ont pas évolué dans le bon sens parce qu'on a fait allusion au Parti communiste. Je veux dire, quelles que soient les opinions politiques qu'on peut avoir, il y avait des ouvriers, en tout cas des gens qui venaient du milieu ouvrier. Bon, souvent, il n'était plus depuis très longtemps, hein, mais ils venaient quand même du monde ouvrier dans les assemblées, jusqu'aux années 80. Ça a totalement disparu. Alors, comme maintenant la France, je ne sais pas, d'ailleurs les termes sont un peu piégés, mais que la France est diverse, on va dire, on peut employer un terme qui se veut neutre, ça se voit aussi à nouveau énormément. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est vrai des médias, c'est vrai de beaucoup de positions de pouvoir, mais c'est vrai des assemblées politiques. Alors, ça rentre en tension avec la démocratie, puisque c'est censé être le gouvernement du peuple par le peuple. Et là, il y a des morceaux entiers du peuple, on n'a pas besoin d'être un grand sociologue pour voir qu'ils ne sont pas là, quoi. Mais il n'y a pas non plus de chômeurs. Hein. Pas de chômeurs. Il n'y a pas d'ouvriers, je le disais tout à l'heure. La moitié des Français, enfin des actifs en France, sont ouvriers ou employés. Il y en a combien au Parlement, etc., etc. Alors ça aide sans doute pas. Je veux dire, c'est probablement quelque chose qui contribue à produire ce sentiment d'éloignement, de distance, de non prise en compte des attentes et des intérêts. Et comme par hasard, quand on demande aux gens, est-ce que vous avez l'impression que les hommes politiques s'intéressent aux gens comme vous, question classique, de sondeur, etc., et la courbe des gens qui répondent non, elle est exponentielle, elle est aujourd'hui extrêmement haute, et on la voit progresser depuis les années 70 comme ça, et aujourd'hui, très très grande majorité des gens répondent non, non, les hommes politiques ne s'intéressent pas aux gens comme moi. Donc voilà, alors après, c'est pas sans lien avec ces questions de démocratie directe ou de démocratie représentative, parce que du coup, c'est assez logique qu'il y ait aussi en parallèle la montée, même si c'est très problématique, il ne faut pas trop se faire d'illusions, c'est très compliqué aussi, mais il peut y avoir effectivement un des intérêts, parce que par exemple on parle le vote est-il utile, moi vraiment je suis un chaud partisan du tirage au sort, parce que je pense que dans une démocratie qui serait vraiment mature,
démocratie, on va dire, idéale. Hein. Là, je rejoins l'écrivain. Donc là, dans une sorte d'utopie, on retrouverait un système d'inspiration athénienne dans lequel tout le monde aurait vocation, à un moment ou à un autre, à exercer une charge publique. Et on sait que le meilleur moyen d'avoir la représentativité de la population, c'est tout simplement de tirer les gens au sort. Après, c'est très problématique, etc. Mais je pense que c'est des terrains sur lesquels il faut aussi avancer, parce que c'est aussi une manière, justement, de remettre en cause le monopole exercé par les partis qui sont eux-mêmes oligarchiques sur les fonctions politiques. Et avec des effets probablement de plus en plus dysfonctionnants. Parce que des effets de distance de plus en plus marqués, quoi. C'est assez paradoxal, parce qu'il y a d'un côté un approfondissement des valeurs démocratiques, et de l'autre, cette tension-là, en termes de représentativité, qui effectivement est un gros enjeu. Ouais. Si je peux ajouter quelque chose là-dessus, c'est quand je parlais d'ACTA tout à l'heure, c'est intéressant de voir que c'est un traité international qui a des implications extrêmement fortes, et c'est quelque chose qui, pour le coup, n'a pas été soumis au vote. Alors, en fait, il n'a même pas été rédigé par des gens qui étaient élus. Alors maintenant, oui, il est soumis au vote au Parlement européen puisqu'il doit être ratifié. Mais la construction de ce texte s'est faite hors de circuit démocratique. Et en fait, c'est rigolo parce qu'il s'est fait par les rédacteurs de ce texte sont anonymes, pour le coup. Et oui, non, mais c'est ça qui est très intéressant. C'est-à-dire qu'en fait, je crois qu'il y a aussi ce sentiment et qu'on peut partager, qui est qu'il y a des forces qui sont anonymes, comme celles qui permettent de rédiger ce traité, comme le pouvoir financier. C'est quelque chose qui est anonyme quelque part aussi. Une sorte de force comme ça, on sait qu'il y a des implications, etc., qui peut être vécu comme une force anonyme. Et de l'autre côté, on a des mouvements plus populaires, activistes, qui revendiquent l'anonymat pour protester. Et qui revendiquent en fait même la potentialité de l'anonymat. C'est-à-dire que c'est un moyen, mais c'est aussi presque une finalité. Oui, mais vous avez raison, mais c'est vrai que par exemple les agences de notation, il y a eu un reportage dans Envoyé spécial jeudi soir, et c'est vrai qu'il n'y en a aucun qui s'exprime au nom des agences de notation, c'est totalement anonyme. C'est vrai qu'alors que on ne peut pas nier que ça ait maintenant une influence considérable sur la vie politique et économique de nos pays. Est-ce qu'il y a une autre intervention ? Merci bien, oui. Bernard, citoyen Mérignac. Vous avez dit tout à l'heure, Monsieur Domangeau, dans votre exposé... Dormageon, pardon. Ce qui est intéressant pour les politiques, quand ils se font élire, c'est avoir le taux de représentativité que vous mesurez avec le taux d'abstention. Alors, dans le taux d'abstention, vous avez dit il y a les non-inscrits, etc., enfin toutes les causes. Celui qui va culpabiliser parce qu'il ne va pas voter, parce qu'il voudrait voter blanc. Que pensez-vous du vote blanc? Pourquoi ne sont-ils pas mesurés? Ce serait parce qu'à l'heure actuelle, ce qui intéresse les politiques, c'est évidemment s'ils sont élus ou pas élus, le taux de participation, c'est là qu'ils voient qu'ils peuvent conclure que le pays était motivé ou pas. Mais là, ils auraient une autre donnée qui, elle, est mesurable tout en restant anonyme, c'est le nombre de gens qui trouvent que personne n'est capable, qu'ils n'ont pas le niveau ou pas. Et là, ça pourrait faire une discrimination et retirer encore une grande partie de ce que j'appelle votre bruit de fond, qui est les gens qui n'ont pas déménagé, etc. Ça doit être certainement un bruit de fond par rapport au nombre de bulletins blancs qui seraient mis et comptabilisés. Et la deuxième, très rapide, mais ce n'est pas pour vous, c'est pour le monsieur d'Anonymous, mais il a, je crois, en partie répondu. C'était pour, dès l'instant où il y a un buzz pour la masse critique qui va se développer sur un sujet, les dés pourraient être très bien pipés par un autre système de réseau social qui dirait, sous le vocable Anonymous, essayez de faire passer telle ou telle idée, ce qui reprend un peu ce que vous avez dit pour les mouvements financiers qui pourraient passer sous roche, dirons-nous. Merci. Oui, on voit bien que la manière dont est fait la fabrication, la transformation des bulletins en voix exprimée, etc., est faite de manière à rendre justement le plus légitime possible l'élection des élus. C'est-à-dire que en réalité, les élus, dans une élection, en réalité, certains n'ont jamais la majorité, puisque précisément, il y a tous ces bulletins nuls ou blancs qui, s'ils étaient comptabilisés, feraient qu'un élu serait élu avec 46%, ou 44, 45, 47, etc. Donc, en fait, c'est pas l'intérêt des élus
que les bulletins blancs soient comptés parmi les exprimés. Après, à chacun, évidemment, ensuite d'avoir une opinion citoyenne, mais on comprend bien l'enjeu et la logique qu'il y a derrière. Alors, évidemment, le problème, vous l'avez dit vous-même, hein, le problème, c'est que ça ne permet pas, du coup, d'exprimer en allant aux urnes son mécontentement. Excusez-moi. Ouais. Dans une élection, on la connaît, la proportion de vote blanc, à peu près? Oui, ça peut être énorme. Il y a eu des élections récemment, alors je n'ai pas les chiffres complètement en tête, mais ça peut être 3-4% oui, des bulletins. Pour revenir à la cité des cosmonautes, juste après l'élection de Nicolas Sarkozy en 2008 lors des municipales, il n'y avait pas de liste Front National. Et nous, on avait repéré un très grand mécontentement des électeurs de droite du quartier contre Sarkozy. Et il y a eu 10% de vote blanc dans le bureau de vote de la cité, qui disparaissent complètement des résultats. C'est-à-dire... Non, ils ne sont pas comptés. On sait quand même depuis longtemps qu'il était techniquement un vote nul, vote blanc. Un vote nul, c'est lié à des incapacités dues à un déficit culturel, social, etc. C'est la personne qui signe à côté, qui ne fait pas attention. Il y en a toujours un petit pourcentage, 2%, 1,5%. C'est structurel. Par contre, le vote blanc, le vrai vote blanc raisonné, il varie selon l'élection, selon l'implication de l'électeur, etc. Il peut être un véritable vote de protestation. Et tout le monde fait semblant de ne pas comprendre et de ne pas ramener le vote blanc à ce qu'il est vraiment. Ce que vous souhaitez, monsieur, c'est que le vote blanc soit... C'est-à-dire de le calculer, vraiment. Et on peut le calculer à très peu de choses près. Hein. Puisque des 8%, vous enlevez 1,5% ou 2%, et vous ne vous tromperez pas. Et si c'est 4%, vous enlevez toujours 1,5%. Le vrai vote blanc, mais ça n'intéresse personne, hein. Ni les médias, ni les politiques. Oui, mais d'ailleurs, je vais même rebondir sur le vote blanc. C'est assez amusant parce que il y a 3 jours, j'ai reçu un mail de la part d'une personne qui est Anonymous en France et qui voulait lancer une opération pour le vote blanc. C'est-à-dire qu'il voulait appeler, donc lancer une opération et faire un buzz, comme vous disiez, pour appeler pour les élections présidentielles françaises à voter blanc. Il y a eu Bruno Gassio de Canal+, qui a écrit un bouquin pour que le vote blanc soit considéré comme un vote exprimé. Donc, c'est d'ailleurs, ce serait d'ailleurs assez intéressant, j'en discutais après avec Frédéric, à qui on a écrit le livre, de penser qu'est-ce que pourrait faire le Parti Pirate, par exemple, par rapport à ça. Ce serait assez intéressant, alors je ne sais pas si même c'est possible, mais que le Parti Pirate se présente aux élections présidentielles et annonce, à condition que le vote blanc puisse être exprimé, enfin même pas en fait, et annonce que si jamais il est élu, il n'assumera pas de fonction et qui demandera la tenue d'une constituante, par exemple. C'est une sorte de, ce serait une sorte de hack, de hacking du système politique. Mais je ne sais pas si à une élection régionale en Normandie, il n'y a pas quelqu'un qui représentait le parti blanc qui s'est retrouvé conseiller régional. Donc, et qui, oui. Voilà. Mais bon, à lui tout seul, il peut difficilement changer les choses. Une autre question ? Oui, enfin, moi j'avais Gérard Delbas, pardon. Il se trouve que membre du C2D et puis accessoirement au civil avec une petite fonction d'élu, comme quoi on peut être élu et dans le civil. Donc tout va bien, c'est pas la société militaire, les élus. Je voulais réagir sur quelques énoncés que j'ai un peu notés. J'ai été un peu choqué sur la question de la représentativité à l'Assemblée nationale, sur la question de la diversité telle qu'elle a été abordée. Ce qui me choque, c'est simplement le contrat démocratique qui nous lie. Ça laisse à penser que seule, je dis n'importe quoi, une femme peut représenter les femmes, seul un beurre peut représenter les beurres. Et donc ça veut dire que c'est un modèle de société qui est un modèle très communautariste, très inspiré du modèle nord-américain. Et moi, je crois qu'on peut encore espérer qu'un élu peut représenter bien au-delà de ce qu'il représente tout seul, sinon il n'est plus dans une fonction d'élu. Donc j'ai trouvé assez étonnant que ça se soit énoncé, de la même manière que j'ai été assez étonné qu'on évoque le tirage au sort à la manière athénienne, dans la mesure où ne pouvaient participer à ce tirage au sort que ceux qui n'étaient pas membres de la plèbe, donc les tribuns, et les femmes en étaient exclues. Donc j'ai toujours du mal quand on évoque le tirage au sort à la mode athénienne, parce qu'en réalité, on ne fait qu'accroître encore des systèmes assez discriminants. Et pour revenir au fond du débat, qui est la question du vote, je voulais savoir un peu à tout le monde quel était votre avis sur la valeur d'un vote, par exemple, et totalement au hasard, sur un grand moment d'éducation populaire qui a été le traité constitutionnel référendaire, qui donne lieu à un vote,
qui est immédiatement court-circuité par une procédure dont la légalité laisse à réfléchir d'ailleurs au Conseil constitutionnel encore aujourd'hui, et qui fait qu'en fin de compte, on dit aux électeurs qui sont venus s'exprimer durant ce référendum, on n'a finalement pas tenu compte de votre vote. Qui veut répondre? Jean-Yves Dormagen. La question qui était posée, c'était la question de la représentativité sociale, ou etc., des élus. Alors, je suis d'accord avec vous qu'on peut représenter bien au-delà de son origine sociale et de ses origines géographiques, etc., évidemment. Il n'empêche que dans une société comme la nôtre, le fait que plus de la majorité de la population soit totalement absente, totalement, hein, je ne dis pas un peu, je dis totalement absente, des plus hautes charges électives, interroge quand même. Et je ne vois pas pourquoi ça interroge quand il s'agit de grandes écoles, quand il s'agit d'accès aux carrières supérieures, etc. Et pourquoi ça n'interrogerait pas quand il s'agit de la représentation démocratique du peuple. C'est-à-dire, c'est quand même une vraie question. Alors, on peut dire que ce n'est pas un problème, mais en même temps, on peut en discuter du point de vue des principes généraux. Bon, pourquoi pas, on peut avoir des avis différents. Moi, personnellement, j'ai quand même tendance à penser que la conscience est d'une certaine manière déterminée par l'existence, pour reprendre une formule célèbre de Marx, et que quand on n'a pas connu la pauvreté, quand on n'a pas connu le chômage, quand on n'a pas connu la vie dans certains quartiers, c'est peut-être plus difficile de se faire l'expression d'un certain nombre d'attentes, etc. Qu'en tous les cas, c'est une vraie question, et qu'on ne peut pas l'exclure uniquement par des références abstraites à des principes démocratiques. J'ai peut-être tort, d'ailleurs je n'ai pas d'avis complètement déterminé là-dessus, parce que je sais bien que ce n'est pas aussi simple. Je sais bien qu'il ne suffit pas d'avoir été ouvrier un moment dans sa vie pour défendre les intérêts des ouvriers, etc. Mais je pense quand même que la société est traversée par des conflits, des luttes d'intérêts, et que c'est quelque chose dont il faut tenir compte, y compris dans le process démocratique lui-même. Après, la question qui m'était posée, c'était la question des effets démobilisateurs sur les électeurs. Et je continue à penser que c'est un des facteurs, c'est loin d'être le seul. J'ai fait allusion au départ sur les facteurs culturels, facteurs de politisation, etc. Mais c'est un des facteurs qui peut contribuer à nourrir la sensation d'un éloignement entre les individus, les populations, les groupes d'un côté, les institutions politiques de l'autre. Et que le fait de ne pas du tout pouvoir s'identifier et se projeter dans les élus, parce que tout dans leur comportement, leur manière de parler, de se tenir, etc., montre qu'ils sont d'une certaine manière socialement éloignés, peut contribuer à ce que cet éloignement social soit aussi perçu comme un éloignement politique. Et que je ne suis pas complètement convaincu qu'il soit sain dans une société où les représentants sont élus, encore une fois, des pans entiers du territoire ou des groupes sociaux entiers, a fortiori majoritaires, soient complètement absents des postes de direction politique, partisans ou électifs. Je pense que ça interroge en tous les cas et qu'on ne peut pas complètement considérer que c'est sans importance. Mathieu Larnaudy sur le référendum. Écoutez, si on pense qu'une décision, quelle qu'elle soit, doit être soumise doit être légitimée par le peuple, une fois qu'il a rendu son verdict, on ne lui dérobe pas cette légitimité. Donc là, en fait, la réponse, elle est très simple. Je ne vais pas dire que c'est scandaleux, mais c'est scandaleux, quoi. Bon, voilà qui est clair. Une autre question, on va peut-être prendre une ou deux questions encore avant de lever la séance. Qui veut s'exprimer? Ah, monsieur, pardon. Bon, bonjour, moi je m'appelle Sylvain et je suis citoyen non inscrit, parce que justement mon vote blanc n'est pas comptabilisé, et donc je trouve qu'il n'avait pas la force de frappe suffisante, mais lors de ce débat, Monsieur Dormagen là m'a un peu retourné, et donc je voulais revenir là-dessus parce que donc ce que je comprends c'est que non inscrit, pardon, mais pourtant je vous vois mal d'ici, mais oui. Vous m'avez l'air assez jeune, donc vous auriez dû être inscrit. Bon, je suis pas si jeune que ça. Ah bon, d'accord, bon, pardon. Alors j'y vois vraiment mal. Alors. Mais en fait, vous êtes pas mal non plus, vous savez, Monsieur Lasserre. Donc voilà, alors ce que je comprends, c'est que rendre le vote obligatoire amènerait plus de démocratie, donc ça me plonge dans un espèce de paradoxe. Et en fait, je comprends. Finalement, vous avez aussi donné un super aphorisme qui était de dire que le but d'un élu, c'est d'être élu puis réélu.
Et finalement, le truc, ça vient de... Enfin, ce que je comprends, c'est que les hommes politiques, finalement, se foutent pas mal de la représentativité ou de la légitimité de la force qui les a élus. Et d'ailleurs, on fait tout. Et la non-comptabilité des votes blancs, c'est bien justement pour leur donner un peu plus de légitimité. En fait, eux, ils transforment l'exercice du pouvoir en un exercice de continuer à avoir le pouvoir. Et c'est en ce sens que finalement, d'ailleurs vous avez dit vous-même qu'ils n'avaient aucun intérêt à aller pêcher les électeurs dans combattre l'exclusion électorale, puisque ce système il s'auto-pérennise. Donc alors moi je suis très séduit par l'idée de rendre le vote obligatoire, mais finalement est-ce que pour en arriver à ça il va falloir une révolution? Et donc pour faire ça de manière plus souple, est-ce qu'il ne faut pas tous arrêter de voter et est-ce donc du coup ne plus voter voilà. La question c'est de savoir paradoxal. Est-ce qu'il faut voter pour rendre le vote obligatoire? Exactement. Est-ce qu'il faut arrêter de voter pour rendre le vote obligatoire? Non mais moi, je voudrais juste clarifier quelque chose, c'est que mon discours, je comprends, peut être entendu comme ça. C'est pas un discours contre les élus. D'autant on est dans un pays où il y a plus de 36 000 élus. Parce que 500 000, je crois qu'il y a 500 000 élus. Donc c'est considérable. Il y a élus et élus. Je veux dire, on ne peut pas comparer un maire rural et un maire et le maire de Bordeaux. C'est pas du tout la même chose. Un conseiller municipal, il y a beaucoup de gens qui donnent de leur temps, etc. Je dis ça parce que il y a un élu, il y en a peut-être d'autres dans la salle. Le but n'est pas de critiquer les élus, mais juste quand on essaye de raisonner sur des bases sociologiques, c'est d'être un peu réaliste. Et on sait bien que la politique c'est un métier, et on sait bien que les conditions de ce métier, ce qui est assez particulier dans ce métier, c'est que pour l'exercer, il faut être élu. À un moment ou un autre, à échéance régulière, etc. Donc ça crée une contrainte. Heureusement. Je veux dire, heureusement qu'il y a quand même cette contrainte-là. Après, les élus, et c'est normal, et c'est là où on rejoint un peu vos paradoxes, c'est que les élus créent les règles, sont enclins à adopter les règles qui vont favoriser leur élection ou leur réélection. C'est pas être anti-élu de dire ça, c'est normal. C'est le contraire qui serait très difficile à expliquer. Comment on pourrait imaginer que des élus se battent pour adopter des règles qui vont aboutir à la perte de leur mandat? Je parle de ceux qui souhaitent continuer à l'exercer. Et donc les règles, elles se comprennent quand même très bien quand on raisonne comme ça. Ça revient à la règle du vote blanc. Je ne suis pas sûr d'avoir été compris tout à l'heure. J'ai juste voulu dire que si le vote blanc était comptabilisé, c'est parce qu'il n'était pas comptabilisé, c'est parce que ce n'était pas l'intérêt des gens qui actuellement sont élus. Et effectivement, c'est un problème parce que ça veut dire qu'on ne peut pas aller exprimer son mécontentement ou son insatisfaction dans les urnes, ou qu'en tous les cas, le système fait qu'on n'apparaît pas. Il faut vraiment aller lire ce que je fais moi. Je vais regarder combien il y a de bulletins blancs, combien il y a de bulletins nuls, etc. Je vais regarder tout ça, qui sont parfois aussi une manière d'exprimer de la truc politique. Les bulletins nuls, c'est des fois des messages. Moi, j'assiste beaucoup au dépouillement. Il y a des choses écrites sur les bulletins qui sont souvent des sacrés messages politiques. Mais tout ce contenu des bureaux, ont été assesseurs, etc., le savent. Voilà, c'est tout. Toutes les règles, c'est normal. Et c'est pour ça que si les citoyens s'en mêlent pas, il n'y a pas de raison que ça change. Mais je suis d'accord avec vous. Après, on retombe peut-être dans d'autres paradoxes. Allez, la dernière pour la route. Sans violence, c'est les règles de non-exclusion d'un des partenaires, de non-marginalisation d'un argument, et finalement la recherche d'un espèce de compromis qui permettait d'avoir une décision qui était acceptée par tous. On a l'impression que toutes ces valeurs ont été mises au rencard et qu'on cherche une espèce d'absolu de la décision démocratique maintenant. Est-ce vrai? Alors, là, je pose une question. Nicolas Danet, puis peut-être après vous, Mathieu Larnaudy, parce que justement c'était intéressant quand vous parliez de vote, de dissensus contre le consensus, peut-être justement. Ça. Mais Nicolas Danet d'abord. Sur la question des valeurs, je l'ai peu abordé, mais quand on regarde comment des décisions sont prises dans des réseaux comme peut l'être Anonymous, c'est extrêmement important. C'est-à-dire qu'on voit bien que ça ne pourrait pas fonctionner sans un partage de certaines valeurs fondatrices au sein de cette communauté.
Et parmi celles-ci, on a la notion de liberté d'information qui est fondamentale. On a la notion d'horizontalité que d'autres appellent, comme Rifkin par exemple parle de transversalité. C'est un peu la même notion en fait, mais c'est l'idée de dire qu'on peut mettre, grâce à l'outil informatique, plus de personnes au même niveau d'information et que donc du coup elles peuvent prendre part à des décisions de la même façon. La notion d'anonymat en fait est aussi ou de pseudonymat est une valeur de la même façon. Enfin, et même quand je parlais de duocratie, c'est-à-dire le fait qu'on laisse les gens tester, essayer et donc discuter, poser des questions, tout ça sont des valeurs qui sont extrêmement fortes sur le réseau. Donc, enfin, j'espère répondre un petit peu à votre question, mais un peu décalée, puisque moi, je ne suis pas spécialiste de la démocratie ou des institutions politiques, mais sur Internet, on voit qu'il y a quand même ces modalités, ces valeurs qui sont fortes pour échanger, s'organiser, et enfin, dans une société, finalement. Mathieu Larnaudy, peut-être Oui, non, mais en fait, je pense que ce que je disais tout à l'heure à propos de cette histoire de dissensus n'était pas exactement ce que pointait monsieur. Au contraire, d'ailleurs, je disais plutôt que le vote, c'est, à mon sens, enfin, je crois, la recherche d'une espèce de consensus dans l'ordre du politique. Et ce que je disais tout à l'heure, et qui me semble important, c'est que la démocratie est aussi de l'ordre du dissensus, c'est-à-dire c'est pas seulement ce qui va permettre d'adopter un ordre et de régir l'ordre, mais aussi ce qui va venir le perturber et le contester. Voilà. D'accord. Très bien. Je vais laisser Fabienne Brugère conclure ce débat qui, je l'espère, aura été utile. Je ne sais pas si on a répondu à la question sur le vote, mais en ce qui concerne le débat, avant, je remercie les trois intervenants. Et puis donc, Fabienne, si vous voulez, le mot de conclusion. Je trouve qu'on est allé dans des directions finalement assez différentes. D'un côté, la référence à la possibilité d'îlot de démocratie directe, la référence au tirage au sort. Et nous, par exemple, à l'intérieur du Conseil de développement, on pratique le tirage au sort. Donc, dans le sens finalement d'une démocratie assez proche finalement de l'idée d'une proximité entre les gouvernants et les gouvernés, entre l'idée que le gouvernant, il n'est peut-être pas gouvernant à vie, que donc ce qui peut aller avec d'ailleurs la discussion sur le cumul des mandats. Je rappelle par exemple en ce qui concerne la Suisse que le maire de Genève, il est élu pour très peu de temps, je crois que c'est, je sais plus si c'est 1 an ou 2 ans. Et d'ailleurs on pourrait dire tout à l'heure par rapport à la référence aux pirates, la démocratie directe, etc. Par exemple, pour quelqu'un comme Rousseau au XVIIIe siècle, ça marche très bien en Suisse, mais ça marche pas en Pologne, parce que la Pologne est un pays beaucoup plus grand. Donc c'est vrai qu'il y a. Donc d'un côté, on a exploré des pistes comme ça qui vont dans ce sens-là, et puis de l'autre, avec la réflexion sur le vote obligatoire, il me semble que c'est autre chose, parce que ça va plus dans le sens de comment on prend les élus tels qu'ils sont, finalement, et comment avec ce qu'ils sont, on essaie d'aménager finalement la démocratie. Donc je crois qu'on a, ce point de vue-là, exploré des pistes assez différentes. Cela dit, sur la question du vote obligatoire, ça me frappe toujours de penser que dans un pays comme la Grèce, précisément, le vote est obligatoire, et qu'en même temps, la question du vote obligatoire, c'est quand on a des gouvernants et des partis qui sont vraiment incapables de résoudre une crise. Bon, c'est aussi l'Europe qui est incapable de résoudre cette crise, mais du coup, est-ce que le vote obligatoire, dans ces cas-là, il a vraiment un sens? Mais donc, je trouve qu'il y a eu pas mal de propositions. Je trouve que c'était intéressant de rappeler la date du référendum de 2005, parce que peut-être qu'en France, ça a peut-être créé aussi une rupture, précisément en ce qui concerne justement la confiance dans le vote. Voilà ce qui me vient à l'esprit. Et merci d'avoir été là et d'avoir apporté des questions. Merci et bonne soirée. Je vous laisse regagner les terrasses de Sainte-Croix. Merci, bonne soirée.